Les réseaux de barbouzes. Ces réseaux de barbouzes sont devenus une véritable institution parallèle en France, aux liens étroits aussi bien avec le banditisme qu'avec les milieux politiques de droite. En 1947, le président du Conseil, Premier ministre, Paul Ramadier, qui éjecte les communistes du gouvernement, et son ministre des Affaires étrangères, commence à négocier discrètement avec les Américains un accord qui met en place un plan appelé Arc-en-Ciel, qui jetait les bases du réseau Stevland français. Celui-ci était conçu avec deux branches, l'une civile, l'autre militaire. En conséquence, Ramadier a ordonné au SD, service de documentation extérieure et de contre-espionnage, les premiers services de renseignement de l'après-guerre, de mettre en place une armée secrète anti-communiste qui devait traquer et combattre les opposants jugés potentiellement subversifs et mener diverses opérations clandestines en cas de présence soviétique sur le territoire. Les bases du renseignement français sont alors jetées avec ces gens aux idées anti-communistes, voire carrément fascistes. Même si juste après la guerre, un certain nombre de communistes étaient encore présents dans les milieux du renseignement en raison de leur forte présence dans la résistance. La première forme d'armée secrète a été montée dans le cadre d'une opération appelée le Plan Bleu, qui échouait après avoir été rapidement éventée en 1947. Une nouvelle tentative a rapidement été mise en œuvre. C'était l'opération dite Rose des Vents, destinée à mettre en place une armée anticommuniste secrète. Là encore, les recrues issues de l'extrême droite et de la collaboration étaient semble-t-il des recrues de premier choix. François de Grossouvre, le fidèle bras droit de Mitterrand, ex-milicien d'extrême droite avant la Deuxième Guerre, vichiste et collabo pendant la guerre avant de devenir résistant, a été l'un des dirigeants de cette armée Rose des Vents à partir de 1950 dans la région lyonnaise. Grossouvre, chevalier de l'ordre de Malte dont il était ambassadeur au Maroc, était aussi un industriel qui avait une licence exclusive avec Coca-Cola depuis les années 50, et des contacts avec les représentants de cette entreprise, dont certains étaient aussi des membres de la CIA. À cette époque, Grossouvre est aussi correspondant du SD dans la région lyonnaise et chargé de mettre en place des cellules Stevland dans la région. Il a aussi été patron de presse, actionnaire principal de La Montagne et le Journal du Centre dans les années 70, tant qu'à faire. Selon un câble de l'ambassade des États-Unis à Paris destiné à Washington datant de février 1984. Grossouvre a connu, conseillé et financé Mitterrand pendant plus de 20 ans et ils sont considérés comme de bons amis. L'armée Rose des Vents a cependant assez vite été supplantée par le SAC. En parallèle, les groupuscules d'extrême droite commencent à émerger. Le premier parti d'extrême droite d'après-guerre, de tendance franchement fasciste, arrive en 1950. L'Union des nationaux indépendants et républicains, UNIR, qui regroupait de nombreux vichistes, parmi lesquels Jean Diggs, élu sous cette bannière comme conseiller municipal puis député à Paris. La principale revendication de cette union des nationaux indépendants et républicains était d'obtenir la révision du procès de Pétain et tous les collabos condamnés. Un mouvement néofasciste est aussi créé à la même époque, Jeune Nation. Son fondateur, Tixier-Vignancour, a encore créé en 1954 le Rassemblement national français, toujours à l'extrême droite. Pendant la guerre d'Algérie, de nombreux membres du SDCP contre l'indépendance, et le sont restés, se positionnant alors contre De Gaulle. L'opération Résurrection,
qui a mené à la chute de la Hive République en 1958, destiné à imposer de Gaulle via un coup d'État militaire et la prise des lieux de pouvoir parisiens, est une manifestation de cette mouvance, qui, certes, fut bien aidée par l'OTAN et les US, pour bloquer la gauche. Il y a eu une nouvelle tentative de coup d'État en 1961, par des généraux d'extrême droite refusant l'indépendance de l'Algérie, eux aussi soutenus par les US. L'organisation armée secrète, OAS, fondée pour l'occasion, était derrière cette entreprise, et des agents des réseaux Biraïm y ont participé activement. L'un des généraux putschistes, le général Schall, était quelque temps auparavant le commandant en chef des forces alliées en Europe centrale, ce qui implique forcément des liens avec l'OTAN et les réseaux Stasi. En 1961, on lisait dans l'Express que les plus hauts personnages de l'État français l'admettent volontiers en privé. La CIA a joué un rôle direct dans le coup d'État d'Alger, et elle est certainement pour beaucoup dans la décision du général Schall de déclencher ce putsch. 10 jours avant la tentative de coup d'État, plusieurs militaires putschistes se sont rendus à Madrid pour une réunion avec des membres de services de renseignements européens et la CIA. Apparemment, les US ont promis que s'ils parvenaient à prendre le pouvoir, Washington reconnaîtrait le nouveau gouvernement dans les 48 tâches. Aujourd'hui, certains disent que la CIA a aidé les généraux contre la vis de la Maison-Blanche. En tout cas, dès le lendemain du putsch, un journal italien affirme que Allen Dulles et la CIA ont soutenu ce coup. Information qui venait directement de l'Élysée, où l'on est convaincu que les Américains ont incité Schall à mener le dit putsch, qui l'ont suivi quasiment en direct. Et en effet, les US haïssaient de Gaulle, qui le leur rendait bien. Le lendemain du putsch, il a pris les pleins pouvoirs et entamé la répression des dissidents, qui ont entamé une guerre clandestine en Algérie. L'OAS a terrorisé les indépendantistes algériens juste sur le sol français et s'est implanté en métropole. Jean Dick a rejoint la branche française, l'OAS Métropole, et une autre branche s'est installée à Madrid, dans l'Espagne franquiste. La CIA a continué à soutenir cette OAS qui était une pure organisation terroriste, à travers notamment l'American Committee for France and Algeria, un organe de propagande américain réclamant l'Algérie française. L'OAS était un ramassis de tout ce que la fachosphère pouvait comprendre à l'époque. Vichistes, fascistes, royalistes, maurassiens, intégristes chrétiens, poujadistes, qui ont massacré et torturé à tour de bras, commis des dizaines d'attentats en Algérie et en France. En face, de Gaulle a utilisé le SDS, avec lequel la CIA était aussi en contact. Un groupuscule lié au SDS, la Main Rouge, a été créé pour mener des actions terroristes contre l'OAS et contre le Front de Libération Nationale algérien. La Main Rouge visait aussi à procurer une couverture médiatique pour les actions menées en France et à l'étranger. Le SAC, notamment un de ses leaders le truand lyonnais Jean Auger avec ses équipes, a été aussi utilisé pour lutter contre l'OAS, de même que le clan des Guérini à Marseille. Patricia Tourancho expliquait dans Libération le 18 juillet 2001 que, afin d'accréditer l'idée d'une organisation indépendante, contre-terroriste, les cerveaux du SDS fabriquent des communiqués de revendication et des interviews de prétendus membres actifs de la Main Rouge. Selon le commandant Mewell, ces conférences de presse étaient montées par l'échelon de commandement du SDS, le général Grossin. Et des honorables correspondants relaient ces bonimums auprès des journalistes. Dans le Daily Mail britannique puis le Spiegel allemand. Christian Durieux. Jeune Corse et prof de maths. Téléguidé par le SDS.
se plaint même d'un manque de reconnaissance de son organisation, la Main Rouge, par les autorités. Aucun officiel français n'a osé admettre notre existence et se vante de ses exploits contre terre. Terroristes qui ont mis fin à l'activité de certains trafiquants d'armes. Le SD pousse l'intox jusqu'à publier en 1960 un livre intitulé La Main Rouge aux éditions Nord-Sud, monté pour l'occasion par l'honorable correspondant Jacques Latour. En réalité, la Main Rouge a bien existé. Ces éminences grises étaient des gens sympathiques comme le préfet de police Jean Bello, l'ex-commissaire Jean Dietz, ou le colonel et député Pierre Battesti. Le groupe était financé depuis 1958 par une subvention mensuelle d'1 million d'anciens francs de Michel Debré. Prélevé sur les fonds secrets, rappelle Jean-Pierre Bas dans La Fabrique des Barbouzes. Histoire des réseaux Foccart en Afrique. En 2017, des documents déclassifiés montrent que des assassinats ciblés ont été réalisés par la Main Rouge. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur Michel Debré, et avec l'aide des services d'Allemagne de l'Ouest. L'un des dirigeants de la Main Rouge était le colonel André-Marcel Mercier, basé à Berne depuis 1952, où il occupait officiellement un poste d'attaché commercial à l'ambassade de France. Selon le livre collectif Histoire secrète de la République. C'est Mercier qui a recruté une bonne partie des assassins qui ont réalisé les assassinats ciblés d'opposants à l'Algérie française et de leurs soutiens ou encore de militants politiques camerounais. Assassinats revendiqués par la Main Rouge. Le tout à partir de la Suisse, ce qui a causé un mini-scandale en raison de la contradiction avec la pseudo-neutralité affichée chez les Helvètes. Et ces meurtres ciblés ont été totalement autorisés dès la fin 1956 par un premier ministre socialiste, Guy Mollet. Derrière la Main Rouge, on retrouve le SD et des dirigeants du 11 Choc, le bataillon chargé de l'information, dont des éléments ont contribué aux actions secrètes de la Main Rouge. Jacques Foccart, ce très proche de Gaulle et homme de la France-Afrique, était d'ailleurs un réserviste du service action du 11e Choc. Fin 1960, le SD a mis fin aux activités de la Main Rouge, dont les membres ont rejoint l'OAS. En 1955, une cellule du SD s'appelait le Brain Trust Action, directement lié au réseau Stableland, a été chargé de former les types qui devaient organiser les différents coups tordus, notamment les assassinats ciblés. Certaines formations étaient assurées à Fort Bragg, le quartier général de la CIA aux États-Unis. Cette cellule a ensuite installé ses Pyongyang Taika-Myonos, ses pro-américains dans des groupes plus ou moins ésotériques. Obéissant souvent à diverses branches de l'OTAN, aux acronymes incompréhensibles comme CCO, CPC, ACC, ou directement le SHAPE, qui est le commandement de l'OTAN. Le 17 octobre 1961. Ce sont des policiers français qui ont organisé la répression sanglante d'une manifestation pacifique de 40 000 Algériens contre le couvre-feu qui leur était imposé en région parisienne depuis le 5 octobre, en raison, disaient les autorités, des troubles en Algérie. Cette manif était organisée par le Front de Libération Nationale et a viré en ratonnade géante, avec de nombreux morts. Plus de 200 morts d'après l'ancien conseiller à la sécurité de Gaulle, Constantin Melnik. Certaines victimes, repêchées pendant plusieurs semaines dans la Seine, ont été tuées par balles. Ce sont des policiers, aux ordres du préfet de police de la Seine, le nazi Maurice Papon, qui ont organisé les agressions systématiques des manifestants, dès la sortie des bus. Si l'histoire officielle française cherche à occulter cette sombre affaire, certains ont parlé de massacre, un terme avalisé par la justice. Papon ne s'est pas retrouvé là par hasard.
C'est parce qu'il n'avait aucun scrupule dans la répression, comme il l'avait si bien montré durant la guerre, que De Gaulle l'a fait mettre au poste de préfet de la Seine. Un article de l'Humanité du 17 octobre 1961 explique la nomination de Maurice Papon, dont le passé de haut fonctionnaire de l'appareil de répression du régime de Vichy était alors soigneusement caché à la préfecture de police, fut un moment clé dans l'escalade face aux attentats ciblés contre des policiers, organisés par le Front de Libération Nationale. Papon n'hésita pas une seconde à ordonner des rafles massives et à couvrir des assassinats. Les premiers remontent à la fin de l'année 1959 et ne s'arrêteront plus. La réplique du Front de Libération Nationale fut à la mesure du défi. Des policiers furent abattus. Papon déclara: pour un coup reçu, nous en porterons 10. En Algérie, Papon a été préfet de 1949 à 1951, puis de 1956 à 1958, quand Guy Mollet l'a nommé inspecteur général de l'administration à Constantine. Là aussi, il a développé les renseignements sous la forme d'une milice anti-opposants appelée Section administrative urbaine et a commis des meurtres, évidemment impunis et passés totalement sous silence. Pour cela, il a formé des traîtres et envoyé des commandos avec des arquis et des CRS.